Bonsoir, bienvenue dans l'émission Quotidien TV, l'émission qui donne la parole à des personnalités qui ne sont pas souvent habituées des plateaux télé, mais qui ont pourtant des choses à dire. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on reçoit une personne qui va nous parler du réseau Initiative. Si vous ne connaissez pas ça et que vous avez un projet d'entreprise, vous avez intérêt à regarder cette émission. Valérie Gazuy, bonsoir. Bonsoir. Alors, je parlais de ce réseau Initiative. Vous êtes la directrice de l'antenne du Nord Seine-et-Marne, c'est bien ça? Tout à fait. Et alors, du coup, ce réseau Initiative, est-ce que brièvement, vous pouvez déjà nous dire à quoi ça sert? Alors, le réseau Initiative, c'est déjà plus de 200 plateformes en France. On en a même quelques-unes à l'étranger. Le modèle s'exporte. Moi, donc, je fais partie, je travaille pour ce qu'on appelle la plateforme du nord de la Seine-et-Marne. La vocation première d'une structure telle que celle que je dirige est d'octroyer des prêts d'honneur, donc des prêts personnels à taux zéro sans caution personnelle, qui viennent renforcer les fonds propres d'une personne qui est porteuse d'un projet entrepreneurial, de façon à l'aider à financer, à bancariser son projet d'entreprise. Puisqu'il faut toujours qu'un projet entrepreneurial ne soit pas uniquement financé sur des fonds propres, mais bien évidemment faire appel au financement bancaire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque au niveau de notre activité, nous sommes, une fois le financement accordé, nous sommes là pour accompagner l'entrepreneur dans sa phase de démarrage d'activité. On est là aussi pour l'aider à la développer, à pérenniser son activité, à créer de l'emploi. Voilà, c'est un véritable outil de développement économique du territoire. Alors, on va essayer de balayer un peu toutes ces possibilités qu'offre le réseau Initiative et en particulier votre antenne. Mais avant ça, je veux bien faire connaissance avec vous, Valérie. J'imagine qu'avant d'intégrer ce réseau, vous avez eu un parcours professionnel intéressant et j'aimerais bien justement qu'on puisse le parcourir ensemble, si vous voulez bien. La jeune adulte qui sort de formation, elle n'avait pas vocation à venir en aide aux entrepreneurs puisque vous vouliez partir dans l'hôtellerie, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'ai commencé, après une formation effectivement en gestion hôtelière, j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie des établissements qui avaient aussi un espace restauration, donc sur deux structures. Et puis ensuite, je l'ai quitté pour certaines raisons personnelles et je suis rentrée dans le commerce. Donc, pas réellement, je dirais, un axe entrepreneurial, mais en tout cas, j'étais dans le commerce. Alors, dans la première partie, dans la partie hôtellerie, vous avez travaillé notamment pour le groupe Accor. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis, vous avez été amené déjà à vous déplacer un peu. Vous avez suivi votre mari. Oui. Et du coup, il vous a emmené alors, je ne sais plus dans quel sens, mais vous allez me le dire, dites-moi. On a pas mal bougé, entre Tours, Angers, Brest, Bourges aussi au début. Voilà, on a vu un petit peu du pays pour revenir finalement en région parisienne. Voilà. D'accord. Et donc, dans cette première activité qui était celle pour laquelle vous aviez été formé, dans l'hôtellerie, vous vous occupiez plutôt de quoi? Vous étiez dans la gestion des hôtels? Oui, j'étais sur la gestion, en tout cas au tout début, gestion d'une équipe sur la réception, en définitive. Donc gestion des réservations individuelles, groupe, développement commercial aussi sur toute la partie activité au niveau des entreprises, avec des séminaires, des choses, des mises à disposition de salles et de la restauration. Voilà, essentiellement c'était ça. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir fait le tour, c'est ça qui vous a donné envie de changer de domaine d'activité? Quelle a été la raison du virage? C'était déjà une activité très prenante, alors on le sait, la restauration, l'hôtellerie, ce sont aussi des horaires, des week-ends que l'on n'a pas. Quand on commence sa vie privée également, c'est parfois difficile, surtout quand on a un conjoint qui a une activité très très prenante. Il y a un moment où il faut faire des choix. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je suis revenue sur le commerce, encore une fois un petit peu par hasard, enfin cette fois-ci par hasard, parce que la suite aussi se fera par hasard, mais voilà, où j'ai géré encore une fois une équipe au sein d'un magasin. Là c'était chez Pimkie, là c'était chez Pimkie, oui, à l'époque. Ah ouais. Et du coup, vous étiez gérante d'un établissement. Tout à fait. Et vous finalement, vous avez un parcours où vous avez
été amené à nouveau à vous déplacer pas mal et à Oui. venir finalement faire des remplacements, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que oui, petit à petit, dans la mesure où je bougeais aussi personnellement, hein, chaque fois on essayait finalement de me replacer entre guillemets là où il y avait des besoins. Donc voilà, j'ai été amenée à faire plusieurs remplacements sur un certain nombre de magasins. Et finalement m'arrêter puisque un premier enfant est arrivé et là ça m'était difficile de... Troisième activité professionnelle, Troisième élever activité, des enfants. une vraie, comme je vous le disais tout à l'heure, une vraie gestion d'entreprise. Hein. Voilà. Et tout ça, finalement, ce n'est pas forcément ce que vous aviez appris à l'école, mais en préparant l'émission, vous m'avez dit que vos parents étaient eux-mêmes commerçants et que finalement, la transmission de cette fibre entrepreneuriale, vous l'aviez? Oui, tout à fait, avec un petit peu d'expérience aussi, puisque bon, je les avais aidés à l'époque. Donc voilà, c'était un domaine que je connaissais un petit peu, et puis de par l'activité de mon mari, voilà, j'étais un peu baignée, en tout cas, oui, essentiellement dans le commerce, c'est certain. Oui, parce que votre mari était dans la grande distribution. Grande distribution, oui, tout à fait. Donc après, vous avez, on ne peut pas appeler ça une pause, mais en tout cas, vous avez eu 19 ans à vous occuper de vos enfants, parce que vous en avez eu 3. 3, c'est ça? Tout à fait. Mais tout en gardant quand même une activité, parce que vous aviez envie de ne pas rester seulement à la maison, j'imagine? Toujours envie de s'investir un peu plus. Hein. Donc voilà, je l'ai fait au niveau, entre autres, d'une école primaire et maternelle, qui était naissante en fait, hein, qui venait d'ouvrir, où tout était à mettre en place et je me suis mise à disposition bénévolement auprès de toutes les institutrices pour mettre en place la petite bibliothèque, faire des ateliers de lecture, de soutien de lecture, voilà, pendant quelques années. Finalement, c'était un peu les prémices du métier que vous avez fait par la suite, non? Oui, peut-être, je pense, oui. Enfin, de toute façon, toujours un besoin de s'investir, oui, ça c'est clair. Et donc, les enfants sont grands, le petit dernier part au collège, c'est ça? C'est ça. Et là, je me dis, bon, maintenant, il faut que je... Voilà, j'ai envie vraiment de retourner dans la vie active. Je pense que j'avais des choses encore à me prouver à moi-même également. Donc, je me suis donné les moyens de me reformer un petit peu. C'était nécessaire, hein, on ne m'a pas attendu 19 ans après. Et puis, le hasard, encore une fois, c'est pour ça que je vous parlais de hasard tout à l'heure. Le hasard a fait que voilà, j'ai répondu à une annonce parue et qui était lancée par la plateforme Initiative Nord Seine-et-Marne. Vous connaissiez déjà cette solution? Alors, je le connaissais par une amie, effectivement, qui intervenait en tant qu'expert comptable, qui faisait partie des commissions, justement, d'attribution des prêts d'honneur. Je savais ce qu'elle faisait et ce en quoi elle intervenait en tant que bénévole au niveau de la structure. Voilà. Et donc, du coup, vous avez parcouru toutes les étapes à l'intérieur de cette structure jusqu'à en devenir directrice d'une antenne? Tout à fait. Là, ça fait 13 ans que je suis là et ça fait quelques années, effectivement, que j'ai repris... Depuis 2017? Depuis 2017, oui. J'ai repris la plateforme. Bon. Voilà. Bon. Alors, du coup, maintenant, intéressons-nous un peu plus à ce que c'est que cette association, initiative, qui, du coup, c'est un réseau, vous l'avez dit, il y en a 200 en France, c'est ça? Plus de 200, oui, 213 200, et peu puis près, oui. quelques-uns qui commencent à se développer à l'étranger. Initiative, c'est une association qui s'appuie sur des subventions, sur des financements publics, notamment des intercos. Oui, alors en fait, on est tous sous format association loi 1901, sans but lucratif, donc, et nous fonctionnons. Chaque structure gère 2 fonds. Un fonds de prêt qui permet d'octroyer les prêts d'honneur et un fonds d'accompagnement qui permet justement de recruter, enfin d'avoir des salariés qui vont instruire les dossiers, etc. et de répondre à tous les besoins de la structure. Ces 2 fonds donc sont abondés par essentiellement les intercommunalités, mais également la région Île-de-France, BPI, et puis on fait appel aussi à du Fonds social européen. On va chercher un petit peu des subventions voilà, pour parfaire tout ça. D'accord. Donc vous disposez d'un certain budget qui chaque année va vous permettre de mener des actions pour aider des porteurs de projets. J'imagine que vous n'aidez pas tous les porteurs de projets.
Alors comment ça marche en fait? À la base, oui. Prenons un exemple. Vous avez un jeune entrepreneur, enfin un jeune porteur de projet, enfin jeune ou d'ailleurs moins jeune. Ou moins jeune, tout à fait. Quelqu'un qui a une idée de vouloir créer une entreprise, déjà comment est-ce qu'il va venir jusqu'à chez vous? Qu'est-ce qu'il emmène chez vous? Qu'est-ce qu'il emmène chez nous? Le premier réflexe souvent c'est de consulter Internet. Donc effectivement ils peuvent nous trouver par ce biais-là avec des mots-clés, hein, entreprendre, créer, voilà. L'origine finalement de la prise de contact peut être multiple, hein. Ça peut être soit une des chambres consulaires, puisqu'on travaille étroitement avec elles, hein, chambre de métier ou chambre de commerce selon l'activité, soit les banquiers avec qui on travaille également, soit les experts comptables qui vont effectivement formaliser un prévisionnel financier, ou directement, voilà, en nous ayant trouvé sur Internet, un appel à la plateforme. D'accord. À partir du moment où on a quelqu'un qui nous explique qu'il veut créer son entreprise, on va essayer de creuser un petit peu, nous, et savoir déjà à quel stade il en est, si c'est uniquement l'idée, ou s'il y a déjà eu des choses de travailler. S'il est déjà accompagné par une autre structure sur cette phase, on va dire, d'amorçage de projet, c'est-à-dire, c'est bien d'avoir une idée, mais il faut la formaliser. Ce projet, il faut faire une étude de marché, il faut aller déjà réfléchir sur ce qu'on va proposer. Si la concurrence ne fait pas la même chose, s'il y a un réel besoin, là où on veut effectivement apporter cette activité, voilà, il y a toute une étude et là-dessus, il existe des structures aujourd'hui, que ce soit les chambres consulaires ou d'autres dispositifs qui aident sur la définition en fait du projet. C'est ça, tout à fait. Jusqu'à cette phase où on établit finalement un prévisionnel financier, puisqu'on va avoir besoin d'aller chercher des financements. Et toute banque ou organisme de financement va avoir besoin de ce prévisionnel financier, puisque finalement on a... Et ça, vous les aidez déjà? Alors là-dessus, nous on les aide. Pourquoi? Parce que s'ils n'en sont pas encore là, on va les réorienter vers une structure partenaire. Là, votre rôle, c'est de les orienter vers une structure partenaire qui va les aider à mettre en place ce prévisionnel. Voilà, tout à fait. Parfois, ils arrivent directement, ils ont déjà un prévisionnel, ils ont déjà travaillé sur leur dossier. Nous, on va regarder effectivement si les éléments sont cohérents. On peut les retravailler avec eux, c'est souvent ce qu'on fait. Si on sent que c'est quelque chose qui a été fait, parce que on n'est pas tous experts comptables, hein, bien sûr, qui a été fait, qui n'est pas suffisamment cohérent, développé, on peut les réorienter justement vers les chambres, essentiellement les chambres consulaires, voilà, qui vont, un conseiller va revoir toute cette phase de prévisionnel, alors apporter un certain nombre d'éléments, d'informations, voilà, ils vont le retravailler ensemble. Attention, c'est pas le conseiller qui fait tout pour la personne, c'est un élément important. Entreprendre, c'est être acteur de son projet. Tout à fait. Et que ce soit avec Mais il faut le redire. Voilà. Parfois. Que ce soit avec un expert comptable ou un conseiller en création d'entreprise, il est clair qu'il faut être accompagné à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, j'imagine que c'est à cette étape-là, tous les porteurs de projets qui sont venus vous voir et qui ont un budget prévisionnel ne vont pas bénéficier de l'accompagnement, ou si, dans un premier temps? La plupart, à partir du moment où ils répondent à certains critères d'éligibilité. Moi, s'il veut s'installer sur Paris, l'activité sera sur Paris, je vais les renvoyer vers une des plateformes parisiennes. À partir du moment où ils sont sur le territoire sur lequel vous avez la compétence, oui. Le projet dispose d'un plan d'un budget prévisionnel. Oui. À ce moment-là, il n'y a pas de... Enfin, il rentre dans les critères d'éligibilité. Oui. Ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Il y a quelques autres paramètres quand même. Il faut qu'il ait un minimum d'apport, par exemple. Ouais. Mais ça, c'est important aussi aux yeux des banques. Hein. Ça montre l'implication, justement, dans le projet. Et ça, du coup, il y a une proportion d'apport personnel nécessaire qui est équivalent pour tous les projets, ou c'est du cas par cas? Alors, non seulement c'est du cas par cas, parce qu'en fait, on a plusieurs choses à leur proposer. Hein. Le prêt d'honneur local, ce qu'on appelle local, le prêt d'honneur initiative Nord-Seine-et-Marne, le montant ira à hauteur de l'apport personnel. Si les membres de la commission, ça arrive exceptionnellement, les membres de la commission estiment
que finalement on peut aller plus loin vu la cohérence du projet, enfin, c'est un ensemble de choses qui sont étudiées, il est arrivé qu'on aille au-delà. Mais par principe de base, on ne va pas au-delà. Par contre, nous on s'appuie aussi et on est labellisé, conventionné pour d'autres dispositifs, entre autres de la région par exemple, pour d'autres prêts qui sont proposés, que l'on peut leur proposer et mettre en place, où il n'y a pas ce critère d'apport. Voilà, c'est pour ça que je dis, on étudie vraiment au cas par cas. En fonction de la situation aussi, on va orienter vers tel ou tel prêt d'honneur, vers tel ou tel financement. D'accord. Donc le projet évolue et vous les accompagnez. Il y a un moment où il y a une commission qui statue pour accorder le prêt d'honneur ou pas? Oui, tout à fait. Et ça, c'est très, très important parce que tout dossier, alors il aura été travaillé en amont avec un chargé de mission qui fait partie de la plateforme. Donc le dossier sera présenté, c'est un dossier qu'on remplit en ligne sur une interface qui a été créée pour le réseau Initiative France. Le dossier, une fois qu'il est complet, qu'il est cohérent, parce qu'on essaye de présenter une version optimale, bien sûr, de ce projet, il est transmis, on organise des commissions, donc on en a 1 à 2 par mois. Plus le temps passe, plus on augmente un petit peu la cadence, c'est fonction effectivement des demandes, mais en moyenne c'est cela. Il y a combien de dossiers sur votre territoire par tous les... Du coup, c'est 2 fois par mois? Alors, oui, alors, sauf les périodes d'été, au mois d'août, il n'y en a pas. On a à peu près entre 18 et 20 commissions et on peut aller jusqu'à 6 dossiers par commission. Depuis le début de l'année, j'ai des commissions qui sont complètes. Voilà, où j'ai 6 dossiers à chaque fois par commission. Donc là, c'est vrai que depuis le début de l'année, ça repart fort. Il y en a qui sont en attente? Alors, vous savez, le temps de travailler un petit peu ce dossier, on fait toujours en sorte que finalement, il n'y ait pas un délai trop long. C'est notre réactivité qui est importante, justement. Pourquoi? Parce que derrière, on ne veut pas faire prendre le risque. S'il y a un local, par exemple, bien évidemment, le porteur de projet ne va pas devoir s'engager pour un local sur un bail commercial s'il n'a pas eu ses financements. Surtout pas. Donc, ça arrive malgré tout parfois qu'entre-temps, le local, il a été signé avec quelqu'un d'autre parce que, voilà. Nous, on essaye en tout cas toujours d'avoir une réactivité. C'est pour ça que parfois, il m'arrive de faire 7 dossiers sur un comité, mais c'est très lourd en instruction, très lourd. Voilà. Mais voilà, il y a quand même un temps de travail sur ce dossier qui dépend quand même du porteur de projet, puisqu'il lui faut quand même un projet de bail, s'il y a un local, il lui faut un projet de statut, il lui faut un prévisionnel qui soit bien assis, bien qualifié. Il y a un certain nombre d'éléments, des devis par exemple pour les travaux, parce qu'on va regarder tout ça. En fait, en commission, alors déjà, première chose, les commissions, ce sont des membres experts qualifiés. Donc on va avoir une compétence très variée. Expert comptable, banquier, chef d'entreprise, des personnes qui ont des compétences commerciales, managériales, en communication. On a un assureur. On va avoir une personne aussi dans le juridique. Vous voyez, toutes ces compétences, en fait, qui finalement font la vie d'une entreprise, sont présentes et vont, alors je dis toujours, apprécier le dossier. On n'est pas sur le jugement ni d'une personne ni d'un dossier. On apprécie le dossier. Et sur 3 phases, en fait. L'aspect adéquation homme-projet, ils vont se positionner là-dessus, puisqu'évidemment, j'ai toujours pour habitude, et c'est très excessif, mais de dire un boulanger qui veut brutalement ouvrir un magasin de fleurs, ça ne va pas être cohérent. Il faut quand même avoir la formation. Alors, on voit beaucoup de reconversions aussi, donc des personnes qui se donnent les moyens de se former pour changer de métier. Je vois ça tous les jours. Donc l'adéquation au projet, ensuite tout l'aspect, on va dire un peu juridique, on regarde les baux commerciaux, les conditions générales de vente s'il y en a, les règlements intérieurs, les statuts juridiques, il y a des choses qui sont très très importantes. À ce niveau-là, on fait beaucoup de préconisations qui évitent bien des erreurs. Et puis ensuite, le 3e aspect, c'est toute la cohérence du prévisionnel financier. Avec quels moyens, les charges, le chiffre d'affaires que je prévois, s'il est cohérent ou pas. Voilà, c'est tout cet aspect-là. Alors, bien évidemment, le chef d'entreprise, on ne lui demande pas d'être expert comptable, mais par contre, il y a quand même des notions à savoir. Qu'est-ce qu'un point mort, un seuil de rentabilité, un panier moyen, voilà, qu'il ait un peu la maîtrise justement de tout cela. Il ne suffit pas d'aller voir un conseiller et de dire « voilà, moi je veux un prévisionnel, au revoir, à bientôt, vous me prévenez quand ce sera fait » ou un expert comptable. Non. Il faut qu'il soit partie prenante effectivement du projet.
Vous avez parlé de tous ces experts qui sont autour de la table pour étudier les dossiers des candidats. Ces experts, vous les recrutez comment? Vous les rémunérez? Comment ça marche? Non, pas du tout. On fonctionne essentiellement sur du bénévolat. Alors, il faut savoir, au niveau des conventions, on a bien sûr des conventions de partenariat avec des banques, avec certains partenaires, assureurs ou autres. Mais en dehors de cela, vous avez aussi des personnes qui sont de toute façon bénévoles, qui sont soit encore en activité, c'est-à-dire ce sont des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants, ou des retraités qui ont envie effectivement de partager, en tout cas de mettre à disposition leurs compétences et leur réseau et leurs connaissances voilà, pour aider ces personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et ces profils-là, ce sont des profils que vous avez largement suffisamment, ou alors vous êtes sans cesse en train d'essayer de nouer de nouveaux contacts pour pouvoir en accueillir, justement pour les commissions, et puis j'imagine aussi pour accompagner les porteurs de projets dans l'avancée de leur dossier? Oui, tout à fait. Alors, c'est une de nos problématiques, ça je ne m'en cache pas, puisqu'on accompagne toujours de plus en plus d'entreprises. Nous, on n'a pas mis de délai sur cet accompagnement post-création. Il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire qu'en fait, il faut un minimum d'engagement, j'imagine? Oui, pour les experts. Pour les experts, oui, oui, oui. Alors, les conditions, bien évidemment, on regarde qu'il y ait des compétences qui soient importantes, effectivement, pour les chefs d'entreprise, qui soient là, en tout cas. Ensuite, c'est un investissement personnel, malgré tout, parce que c'est du temps passé. Il y a de l'instruction, il y a de la lecture de dossiers, il y a des recherches, il y a les personnes qui sont là s'investissent réellement. Ils sont de toute façon passionnés, c'est un fait. Ils donnent de leur temps, de leurs compétences. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est un véritable investissement, c'est vraiment personnel. Et c'est un engagement. Un engagement, bien sûr, et tout ça de façon bénévole. Voilà. Okay. Donc s'il y a des entreprises, des experts d'entreprises qui peuvent accompagner ces porteurs de projets, la main est tendue. Voilà, la main est tendue. Ouais. Et puis, alors ils interviennent au niveau de nos commissions, bien sûr, mais également sur l'accompagnement post-création par du parrainage ou du marrainage, puisqu'on a des femmes également, donc qui viennent soutenir dès le démarrage de l'activité nos chefs d'entreprise bénéficiaires du prêt d'honneur pour les accompagner justement sur cette phase de démarrage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on ne met pas de fin à cela. Moi, j'ai des entreprises qui sont suivies depuis 7 ans, 8 ans et qui ont toujours besoin. Ok, alors ça m'intéresse cette histoire de parrainage. Comment ça fonctionne? Parce que finalement, il y a le réseau d'experts qui est plutôt là pour étudier les dossiers et puis les instruire. Et de l'autre côté, c'est ce parrainage. Alors du coup, c'est pour un porteur de projet dont les aides ont été accordées. Ça va être de l'accompagner. C'est quoi la mission en gros? Alors, oui, ça va être de l'accompagner. Souvent, c'est quelque chose qui est mis en place dès le démarrage de l'activité. Ça va être avant tout, déjà dans un premier temps, un soutien moral, puisqu'on le sait, le parcours de la création d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Ça va être quelqu'un qui ne va pas du tout s'ingérer dans l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise en tant que telle. Le chef d'entreprise reste décideur, bien évidemment. C'est un observateur. Un conseiller? Oui, conseiller, observateur, c'est une personne... Un éclaireur? Oui, on peut le dire aussi. En tout cas, il met ses compétences, ses connaissances. C'est un regard extérieur, moi je dis souvent. Il y a des choses toutes simples. Un commerce qui s'ouvre, le chef d'entreprise, il est dans son commerce, il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Or, des fois, on arrive dès l'extérieur et nous, on voit des choses en fait. Les parrains voient des choses qui peuvent être corrigées. Donc voilà, ça va être des suggestions. Jamais un parrain dira ou une marraine dira « faites ci, faites ça ». Non. Vous ne pensez pas que, voilà, ah mais j'ai vu ça et tenez, j'ai pensé à ça, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être bien? Voilà, c'est des choses comme ça. Après, c'est un échange. Le chef d'entreprise peut être en demande également d'une certaine aide sur des sujets bien particuliers. Et là, je rebondis par rapport aux experts qui nous accompagnent en commission. On fait aussi appel à eux sur des problématiques spécifiques ponctuelles. D'accord. Voilà. Alors du coup, c'est deux profils un peu différents. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire les deux. Souvent, ils font les deux d'ailleurs. Ouais. Oui. Parce que souvent, ils viennent en commission et puis finalement, ils disent « Ah oui, mais parrainage, j'aimerais bien. »
Oui, oui, ce serait bien. Parce que le parrainage, on l'évoque dès les commissions, en fait, en commission. Si on sent une personne, alors on disait tout à l'heure jeune ou moins jeune, mais en tout cas qui semble un petit peu fragile, parce qu'on peut avoir des compétences techniques, mais ne pas avoir des compétences en gestion, par exemple. Ouais. Donc ça peut être un apport à ce niveau-là, et on peut le déceler dès la commission. Donc on le propose ensuite, quand on décaisse le prêt d'honneur, on le propose au chef d'entreprise, effectivement, on lui propose d'être accompagné en ce sens. Donc, il y a cet accompagnement qui va être fait par le parrain, il y a le prêt d'honneur qui est accompagné, mais l'entreprise, elle reste, enfin, le porteur de projet qui crée cette entreprise, il reste accompagné par initiative combien de temps? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, pour moi, il n'y a pas d'arrêt. Une entreprise. Et d'ailleurs, on voit certaines entreprises, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on fait du prêt création, du prêt reprise, parce qu'on peut avoir à reprendre une entreprise, un fonds de commerce ou des parts sociales d'une entreprise, mais on fait aussi du développement, de la croissance. Donc j'ai des chefs d'entreprise qui parfois ont déjà bénéficié d'un prêt d'honneur et reviennent nous voir 3 ans après, par exemple, quand ils ont fini de rembourser leur prêt, en nous disant, bah voilà, aujourd'hui je suis vraiment en phase de développement, j'ai besoin, je sais pas moi, d'acheter du matériel, ou j'ai besoin de me délocaliser, ou de recruter, et là on peut réintervenir une deuxième fois. Financièrement et aussi dans le conseil. Et aussi dans le conseil, puisque le conseil chez nous ne s'arrête jamais. Un bénéficiaire intègre le réseau de la plateforme et le réseau du réseau initiative. Voilà, à partir de ce moment-là, si on a une demande quelle qu'elle soit, on est toujours là pour apporter conseil, réseau, contact, etc. Alors à votre échelle, je ne vais pas vous demander de chiffres précis, mais simplement l'évolution du marché. Peut-être, vous me disiez qu'avant le Covid, vous étiez sur une phase très ascendante, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de porteurs de projets et de plus en plus d'aides qui étaient données, et que ça s'était un peu arrêté en 2020, enfin ça s'était freiné en 2020, et puis c'est reparti en 2021 pour dépasser finalement même les résultats de 2019. Mais du coup, ça représente à peu près combien, je ne vous demande pas de chiffres précis, mais combien on arrive à aider de porteurs de projets sur une année dans votre antenne? Oui, alors on parle de porteurs de projets, puis on parle d'entreprise surtout, parce que sur une entreprise, on peut avoir des associés. Donc en moyenne, on a à peu près 350 contacts par an, premier contact. On a à peu près entre 90 et 100 projets qui sont présentés en commission. Attention, le prêt d'honneur n'est pas systématique, hein. Il y a des refus malgré tout. On n'est pas là pour accompagner le porteur de projet à aller droit dans le mur. Quoi qu'il en coûte, oui. Quoi qu'il en coûte, oui, tout à fait. Donc voilà, et après, c'est le montant du prêt d'honneur, effectivement, depuis quelques années évolue quand même considérablement. En moyenne, on était sur 10 000 euros sur une création. Aujourd'hui, on serait plutôt aux alentours des 12 000, 13 000 euros en moyenne. Voilà. Et du coup, c'est un prêt à rembourser en combien de temps? Les modalités sont aussi au cas Elles par peuvent cas varier, effectivement, en fonction du montant. On va de 24 mois à 60 mois. Il peut y avoir un peu de différé aussi, parce qu'on comprend bien que lorsqu'il y a un local et qu'il faut y faire des travaux, l'activité ne va pas commencer tout de suite. Par contre, la personne aura besoin de son prêt d'honneur peut-être pour financer une partie de ses travaux. Pour le coup, effectivement, on propose un différé de remboursement. Voilà, ça c'est important aussi. Tout comme le font d'ailleurs certaines banques. C'est en tout cas des choses à négocier. Ok. Le taux de réussite, c'est pas toujours... C'est important. Oui. Non, c'est un sujet qui est très important, taux de pérennité des entreprises. Alors, à notre niveau, au niveau national, je parle du réseau initiative, on est en moyenne entre 80, ça dépend des années bien sûr, 90 à 95%. Sur notre plateforme, on est à 94%, on était à 94% en 2019, je ne dis pas de bêtises. Et sur cette année, on est à 93%. Voilà. Donc c'est quand même passer par votre réseau, c'est construire suffisamment bien son projet pour lui donner une chance non seulement de se concrétiser, mais en plus de se pérenniser. C'est ça que ça veut dire, voilà. ces chiffres. Mais j'ai un chiffre encore à vous donner, c'est celui justement du taux de pérennité des entreprises au niveau national, de façon globale. Alors je vous parle d'avant Covid, hein, bien sûr. Ce taux était en moyenne à peu près 72%. Donc regardez la différence. D'où l'intérêt d'être effectivement accompagné. Ne jamais rester seul. C'est le mot d'ordre, effectivement, qu'on donne toujours. En tout cas, moi, le jour de la signature, quand je suis face à ce chef d'entreprise naissant, c'est la première chose que sachez rester accompagné.
Alors nous, on propose des choses. Il peut aussi aller voir, être accompagné, ne serait-ce que par son expert comptable, qui est très important aussi. En 2022, créer son entreprise en France, c'est quelque chose que vous l'encouragez? Oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Même si on met un petit peu en garde, il faut que ce soit vraiment un projet mûri. Parce qu'encore une fois, on peut ne pas être bien en tant que salarié dans son entreprise, mais il faut avoir vraiment conscience des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous, on a mis en place un dispositif, pour le moment qu'on a dédié qu'aux femmes, mais qu'on va élargir, Vie ma vie d'entrepreneur ou Vie ma vie d'entrepreneuse, où on fait partager, quelqu'un qui porte un projet, on lui fait partager une journée avec, par exemple, une autre femme qui a créé sa propre entreprise, et elles échangent sur ce sujet, voilà, pour conforter cette envie. D'accord. Je voulais justement qu'on parle un petit peu des événements que vous organisez, parce que, évidemment, la vie associative de votre structure nécessite aussi des temps forts. Alors, vous avez une assemblée générale qui aura lieu en juin. En juin. Là, qui est vraiment dédiée aux adhérents. Mais vous ne voulez pas que ça soit uniquement une association, une réunion, une assemblée générale qui enregistre et qui valide les comptes statutaires, on va dire. Vous voulez aussi qu'il y ait une démarche, que je trouvais intéressante, qui valorise finalement tout le travail et le fruit du travail que vous avez pu créer avec les porteurs d'entreprise. Et puis aussi, voilà, une forme de reconnaissance pour eux. C'est quoi exactement ce projet ? En fait, il y a un deuxième volet, on a déjà mis cela en place depuis quelques années, un deuxième volet sur cette Assemblée générale. C'est l'occasion pour nous de montrer à tous nos partenaires, nos financeurs, les élus locaux, finalement mettre à l'honneur les chefs d'entreprise de leur territoire. Et donc c'est un échange. Là, on a prévu, je ne veux pas trop en dévoiler, mais on a prévu une exposition photo justement par rapport à cela. On va avoir des témoignages de chefs d'entreprise qui ont été accompagnés sur tel ou tel dispositif, puisqu'on a bien sûr plusieurs dispositifs d'accompagnement et d'animation au sein de la plateforme. Et c'est l'occasion d'échanges justement, puisque ça se termine toujours par un petit cocktail, d'échanges ensuite avec toutes ces personnes entre elles et les chefs d'entreprise qui viennent montrer un petit peu aussi leur entreprise et communiquer sur ce qu'ils ont fait. C'est une façon de les mettre à l'honneur, puisqu'on est tous au sein de la plateforme et des bénévoles très admiratifs en tout cas de ces personnes qui se lancent dans ce long parcours. D'accord. Un dernier mot, parce qu'en septembre, vous avez aussi un événement qui se fait chaque année et qui met à l'honneur, je crois, l'entrepreneuriat au féminin. Ça. Tout à fait. Alors on a un focus sur l'entrepreneuriat féminin. Il faut savoir qu'on n'est pas encore la parité là-dessus. Ça progresse doucement, mais il y a beaucoup de freins encore que ces femmes se mettent à l'entrepreneuriat. Et généralement, début septembre, on organise... sur le temps du midi, on termine encore une fois sur un petit cocktail qui permet de nombreux échanges et qui permet de présenter, entre autres, des dispositifs qu'on a mis en place. Alors, le premier, ce n'est pas un dispositif, c'est un concours, le concours Créatrices d'avenir, qui met à l'honneur justement ces femmes chefs d'entreprise. Alors, il faut qu'elles aient au moins un premier cabis, même si elles n'ont pas commencé l'activité. En tout cas, on apprécie le projet. Donc, c'est un concours régional et qui va permettre des dotations à la fois en argent, en accompagnement, en voyage, parce qu'on a plusieurs partenaires, mais en tout cas qui met à l'honneur ces femmes chefs d'entreprise. On en a eu qui ont été primées sur le département de la Seine-et-Marne les années précédentes. Et puis on présente aussi le dispositif Vie ma vie d'entrepreneuse, justement, qu'on a lancé pour inciter ces femmes finalement à partager une journée ou une demi-journée, selon la disponibilité de chacune, partager la journée d'une femme dans son entreprise et échanger sur cette expérience. Écoutez Valérie, on a largement dépassé le timing traditionnel de l'émission, mais je voulais qu'on passe un peu plus de temps parce que je pense que c'est quand même une émission qui va être très utile pour plein de porteurs de projets et que vous avez un déficit de notoriété
qui est dommageable pour tous ceux qui veulent effectivement se mettre à leur compte. Donc je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec nous. Puis évidemment, on retrouve toutes les informations et on peut vous contacter en allant directement sur les sites internet et sur les réseaux sociaux d'Initiative. Il suffit même de taper Initiative France. Vous avez une cartographie parce qu'en fonction de l'implantation, effectivement, vous serez rattaché à telle ou telle structure. Sinon, c'est Initiative Nord-Seine-et-Marne que vous trouverez très facilement sur Internet. Eh ben, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci d'avoir passé ce temps dans notre émission. Mon quotidien TV, effectivement, a été un peu plus long aujourd'hui. Je remercie évidemment Cyril Bartholomé qui était à la réalisation. Et puis, j'en dis pas plus. Je vous souhaite enfin un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!